Bonjour à tous, bienvenue sur Voir Autrement NC, la chaîne qui donne la parole à l'handicap. Et voilà une nouvelle vidéo en partenariat avec la radio de Judo, l'association Les Robinson et bien sûr nos invités qui ont répondu présents. Donc nous avons Jade Barbu, responsable du collectif handicap, et nous avons Charlotte Wajana, qui est chef d'entreprise, qui a créé sa société d'aide à domicile, Vie la Vie, et bien sûr notre animateur, monsieur Jean-Michel Gouretch. Bonjour Jean-Michel. Bonjour ça. Ici, on remercie aussi notre sponsor, la SFAC. Tout l'univers de l'automobile se trouve à la SFAC. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bonjour le pays. Voilà, c'est encore une nouvelle émission d'Ispic, comme à chaque premier samedi du mois depuis 2015, et le partage avec la famille Radio Judo. L'association Les Robinson est toujours heureuse de vous accueillir pour en Dispic et partager avec vous ce qui concerne le monde du handicap. Donc humilité, respect, amour à vous, la famille qui est là sur nos 33 communes. Salutations à nos chefferies sur nos 8 aires coutumières. Voilà, on vous remercie d'être toujours fidèles au poste, fidèles à l'écoute pour partager ce moment avec l'association Les Robinson. Et évidemment, on salue aussi le partenaire youtubeur de la chaîne Voir Autrement NC. Voilà, si vous voulez voir l'émission aussi en ligne après en podcast. On remercie le grand frère Michel d'être toujours là pour mettre en ligne nos messages là sur les ondes de la RDK. On salue évidemment notre cher sponsor, parce que voilà, on fait solidarité avec Radio Judo. On va chercher aussi des sponsors pour passer sur les ondes. Voilà, ça coûte la vie chère. Donc remercions la SFAC, l'univers de l'automobile. On remercie la SFAC, le frangin qui nous aide aussi de ce côté-là pour pouvoir venir vous rejoindre sur les ondes et passer le message de l'handicap pour le caillou et faire avancer les lignes, faire avancer les réflexions. Et donc ce matin, si vous voulez participer ou donner vos impressions, aussi, dire quelque chose. Enfin, le téléphone, il est accessible au 36 70 01, 36 70 01. Il faut appeler 36 70 01 juste pour, au cas où ce thème vous parlerait. 36 70 01. Une pensée là-bas du côté de Montmou, juste pour notre sœur qui se reconnaîtra. Donc on a l'intention de partager aussi avec une personne à distance. Elle va nous rejoindre et elle se présentera. Mais sur ce thème de ce matin, on fait une sorte de fil d'actualité, c'est-à-dire que dernièrement, les collègues, les camarades du handicap se sont retrouvés du côté du cinéma de Dimbéa, où le collectif handicap y a organisé un événement là-bas en collaboration avec l'association Solidarité SIDA-NC. Et donc on va saluer ici nos amis invités qui ont bien voulu nous rejoindre au studio. Mademoiselle Jade du collectif handicap. Salut Jade. Bonjour. Ça va bien? Ça va parfaitement, merci. Yes, en plein effort. Et Mademoiselle Charlotte. Bonjour. Bonjour ma petite sœur. Bonjour. C'est un exploit de faire venir ma petite sœur à la radio.
Mais je la remercie du fond du cœur de toujours répondre aux présents quand elle le peut. Voilà, on salue toute la famille à l'écoute. Voilà, l'association Les Robinson et tous ses membres. On remercie aussi, on profite de l'occasion pour saluer les collègues de l'association d'MBA Handicap avec qui les Robinson ont été dernièrement en mutualisation sur deux événements, la course des heureux et Handi Talent qui a eu lieu voilà, le week-end dernier. Ce fut un beau moment de partage avec toutes les associations. Un grand merci encore à toutes les personnes qui sont venues à notre rencontre pour être dans le partage et montrer le talent de toutes ces personnes en situation de handicap. Ce fut un beau moment là-bas du côté de du site Michel Castex, du côté de Dimbéa, où on a partagé entre deux associations. C'est la première fois qu'on faisait sous cette configuration. Donc voilà, tout s'est très bien passé. Et si vous voulez voir les images, c'est déjà en ligne. Notre cher youtubeur de la chaîne Voir Autrement NC a fait un beau reportage sur Handi Talent. Donc voilà, allez-y, revoyez les images. Il a assuré un grave le grand frère. Souvenir quoi. C'est mieux qu'un album photo. Là au moins vous avez le son, vous avez tout le ressenti des gens. N'est-ce pas? Alors, comme je le disais, nous sommes sur un fil d'actualité là avec les copains du collectif handicap qui nous ont invités dernièrement sur un événementiel autour d'un film là. Voilà, un film dont le titre est Gabriel. Ce film-là, on l'a regardé dernièrement, c'était pour initier par la suite ensuite une sorte de ciné-débat. On devait réagir ensuite, discuter entre nous après la diffusion de ce film. Le titre c'est Gabriel et il est sorti en 2013. Voilà, c'est du cinéma québécois. Bravo aux Canadiens, ils nous font toujours de beaux films là, qui interpellent dans les réflexions et tout. Et donc, je vais donner la parole à notre amie Jade, parce que voilà, c'est une initiative du collectif handicap par rapport à cet événementiel. Jade, est-ce que tu peux nous dire quelques mots là, d'où vous est venue cette pensée-là de lancer ce rendez-vous que vous avez fait le 19 octobre dernier? Effectivement, donc l'événement a eu lieu le 19 octobre dernier au MK2 avec un ciné-débat avec le film Gabriel, suivi d'un débat animé par Virginie Moineau, sexothérapeute à l'association Solidarité et SIDA. Et c'était un événement qui pour le collectif semblait être nécessaire pour parler des sexualités des personnes en situation de handicap. J'utilise bien le terme au pluriel, donc des sexualités, parce qu'effectivement, la sexualité n'est pas vue de la même façon pour toutes les personnes, n'est pas vécue de la même manière par toutes les personnes. Donc il est important de parler de cette thématique qui est effectivement, selon le collectif, trop peu discutée, malgré que ce soit une thématique qui concerne tout le monde, tout un chacun. Hein, nous sommes nés de par la sexualité. Et donc, voilà, le collectif a souhaité lever le voile sur cette thématique pour avoir des réflexions, échanger, pourquoi pas poursuivre en organisant d'autres événements de ce type-là, des cafés-rencontres, pourquoi pas, ça a été proposé lors de la conférence. Donc voilà, toute idée sera la bienvenue, le collectif est tout à fait disposé à répondre aux sollicitations et l'objectif donc est de faire évoluer la réflexion sur la sexualité et donc permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir une sexualité épanouie. Charlotte, tu y étais aussi présente lors de cette soirée. Qu'est-ce que tu en as pensé? Pour moi, c'est une belle initiative. Après, le sujet de la sexualité ou de la vie affective en temps normal, c'est difficile à aborder. Alors, quand il s'agit des personnes en situation de handicap, ça l'est encore plus. Donc, c'est vrai que c'est une belle initiative et il faut aborder ces sujets-là. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs sexualités. Donc, c'est un sujet à traiter puis faire avancer les points de vue et les préjugés sur tout ça. Jade, le ressenti des personnes, qu'est-ce qu'ils ont ressenti enfin, quand ils
ce soir-là, c'est quoi ce sentiment des personnes? Parce que c'est vrai que c'est un sujet assez... arrêtez d'utiliser le mot tabou, quoi, mais est-ce que les gens ils ont quand même réussi à s'ouvrir quand même Oui, il y a des personnes dire qui, des lors choses. des échanges, suite à la projection animée par Virginie Moineau de Solidarité SIDA, il y a des personnes qui ont voulu aborder cette thématique ouvertement, qui avaient des questions sur, par exemple, je suis une personne en situation de handicap et je voudrais savoir s'il existe des outils pour permettre de se satisfaire seul. Il y a d'autres personnes aussi qui ont témoigné, mais en tout cas qui ont voulu promouvoir la sexualité des personnes en situation de handicap en indiquant que ce n'était pas parce que les personnes étaient en situation de handicap que la sexualité ne leur était pas permise. Et qu'au contraire, il ne fallait pas que les personnes s'arrêtent au fait qu'elles soient en situation de handicap et qu'elles osent, parce qu'il est difficile pour tout le monde de rencontrer des personnes et donc il ne faut pas s'arrêter sur le handicap. Il y a aussi personnellement, je pense, une question sur les préjugés, ça a été abordé. Pour beaucoup, on considère que les personnes, après ça dépend des types de handicap, mais pour beaucoup on considère que les personnes en situation de handicap seraient asexuelles ou hypersexuées. Or, je pense que tout le monde a des besoins, ce sont des besoins naturels, et donc tout le monde a besoin d'avoir des relations intimes, d'avoir ne serait-ce pas forcément des relations physiques, mais un moment intime avec d'autres personnes, des échanges. Voilà, je pense qu'il faut lever les stéréotypes. Toute personne a des besoins, toute personne souhaite avoir une vie affective, avoir une vie sexuelle, et c'est normal en fait. Et je pense qu'il y avait aussi pas mal de questions de la part des personnes encadrantes, des personnes qui s'occupent. Ah, dans les associations. Effectivement, dans les associations, mais notamment des personnes auxiliaires de vie ou éducateurs qui s'occupent au quotidien des personnes en situation de handicap et qui se retrouvent parfois dans des situations malaisantes parce qu'elles s'occupent donc de personnes en situation de handicap qui, naturellement, ont aussi donc des besoins sexuels et donc elles ne savent pas, ces personnes-là ne savent pas comment réagir. Donc il y a eu beaucoup de questionnements aussi sur comment est-ce que je dois réagir moi en tant que professionnelle, dans ma posture de professionnelle, comment est-ce que je peux accompagner la personne dont je m'occupe, vers qui est-ce que je peux me diriger. Voilà, il y a eu pas mal de débats aussi, de questions sur la question de l'accompagnement. Alors je rappelle le numéro, le 36 70 01. 36 70 01 si vous voulez réagir ou donner votre pensée par rapport à ce thème-là. Jade, dans le film Gabriel, on voit à un moment donné, tu sais, le malaise d'une des mamans quoi, face à ces deux jeunes qui veulent vivre leur intimité. Et puis on doit aussi donc faire un travail aussi autour des familles sur ce sujet-là. L'acceptation de la vie sexuelle par les familles est aussi un sujet sur lequel il faudrait qu'on travaille. Parce que comme on l'a vu dans le film, la mère était réticente à l'idée que son fils fréquente une autre femme en situation de handicap. Et dans le film, la mère va même plus loin en indiquant qu'elle pensait que la femme était en fait stérilisée. Donc c'est-à-dire qu'elle partait du postulat que cette femme-là ne devait pas avoir accès à la maternité. Et donc s'inquiéter. Mais d'un autre côté, elle se montre dans la posture de parent en tant que mère et elle s'inquiète pour la suite, pour son fils. Donc c'est compréhensible, mais en même temps, je pense qu'il faut vraiment informer les personnes, il faut les sensibiliser et les accompagner. Je pense que ce sera la meilleure façon de travailler avec les familles sur l'acceptation de la sexualité de leur enfant, de son handicap, qui comme tout enfant grandit, et qui comme tout enfant grandit a aussi donc des besoins affectifs et sexuels. Qu'est-ce que vous pensez, parce que là tu utilises le mot enfant, effectivement, après c'est au niveau des collèges et lycées où éventuellement peut-être développer un peu plus les cours sur la sexualité, tout en sachant que dans les établissements scolaires maintenant, beaucoup de jeunes en situation de handicap sont inclus dans les classes normales. Donc
est-ce que ce serait aussi une solution pour aider les personnes en situation de handicap scolarisées à éventuellement Alors, s'ouvrir à il y a ce... des interventions, il y a des cours d'ores et déjà sur la sexualité, enfin, en tout cas sur la vie affective et sexuelle. Il y a notamment l'association Solidarité et SIDA, si Virginie peut nous rejoindre par téléphone. L'association Solidarité et SIDA intervient dans les établissements scolaires pour justement sensibiliser, informer sur ce qui concerne la sexualité, que ce soit par rapport à la contraception, que ce soit par rapport au consentement aussi, les violences sexistes et sexuelles. L'association intervient également, il me semble, sur toute la partie donc, prévention, pour toutes les maladies sexuellement transmissibles. Et l'association propose notamment donc, des rendez-vous avec donc une sexothérapeute pour toute personne qui souhaite discuter de sexualité. Voilà. Donc il y a déjà des programmes. Après, est-ce que la question ce serait est-ce qu'il faudrait mettre en place des programmes spécifiques aux personnes en situation de handicap ou pas? Je ne sais pas. J'ai pas réfléchi à la question, puisqu'on est plutôt dans une... Enfin, le collectif défend une mesure d'inclusion, donc on ne crée pas forcément des dispositifs uniquement que pour les personnes en situation de handicap. Par contre, est-ce qu'on devrait, lors des cours, évoquer la sexualité des personnes en situation de handicap avec tout le monde? Ça, oui, je pense. Et puis même pour les personnes dites ordinaires, c'est toujours intéressant d'en savoir plus et d'avoir un autre prisme, un autre regard sur la sexualité. Donc oui, je pense qu'il faudrait donc développer des thématiques sur la sexualité des personnes en situation de handicap, mais créer spécifiquement des cours qu'avec des personnes en situation de handicap, non, je ne pense pas, puisque encore une fois, on est dans une logique d'inclusion de la société. Et donc, voilà. Charlotte, tu as une pensée sur cette idée-là par rapport à des cours à l'école pour que les jeunes en situation de handicap qui sont dans l'inclusion déjà puissent... Oui, c'est important d'aborder ce sujet-là à tous les niveaux. Donc à l'école, parler de ça. Après, toujours pareil, dans quel but? En fait, pour moi, c'est vraiment les préjugés à enlever. Parce que les personnes en situation de handicap, déjà, qu'eux-mêmes ils puissent exprimer leurs désirs, leurs besoins, et aussi aux autres d'entendre cela. Et à partir de là, je ne pense pas qu'il y a une grande différence, parce que on est tous constitués de la même manière, et après il y en a qui ont peut-être plus ou moins de problèmes vis-à-vis du handicap ou de la maladie. Mais un homme et une femme est constitué de la même manière, qu'ils soient handicapés ou pas. Hein. Donc après il y a l'adolescence, il y a les hormones, il y a tout ça. Donc c'est pas parce que la personne elle est en situation de handicap qu'elle a pas tout ça qui se développe aussi dans son corps. Donc c'est important d'en parler. Après, est-ce qu'il faut faire un focus dessus quand il y a besoin, ou quand il y a... certainement, mais... de toute façon, c'est à l'école, c'est important d'en parler. C'est le lieu de la transmission du savoir. Donc c'est vrai qu'après, face à ce sujet, les gens, le mot préjugé, il est quand même assez fort. C'est vrai que les gens, ils restent sur des préjugés au lieu de... c'est pour ça qu'on pense à l'école où les jeunes peuvent se former, entre guillemets. Oui, puis c'est pas forcément... des fois, ça part d'une bonne intention aussi, de vouloir protéger la personne. Et des fois, la surprotection va trop loin. Et ça ne permet pas l'épanouissement de la personne, parce que de toute façon, il faut à un moment donné aborder le sujet. Et où l'aborder, l'école aussi, c'est... Après c'est comme dans tout, hein, c'est aller au fur et à mesure aborder ce sujet, pas forcément de manière crash, mais voilà, c'est dans le respect. Puis, et je pense qu'en dehors de l'école, il y a aussi la question des familles, on l'a abordé plus tôt dans l'émission. On parlait donc de protection, de volonté de protéger les enfants, mais je pense que malgré tout, il y a aussi quelque part de l'infantilisation, où on considère que c'est notre enfant, qu'il est diminué soit psychologiquement, psychiquement, physiquement,
ou mentalement, cognitivement, et donc les parents souvent ont tendance à penser qu'ils se doivent de toujours surveiller, accompagner, voire même contrôler les faits et gestes de leurs enfants. Pour autant, il faut aussi laisser quelque part le cours libre à la relation, aux relations intimes de leur enfant, qui, comme on le répète depuis tout à l'heure, ont des désirs comme tout le monde. Donc je pense qu'au-delà de l'école, il faut aussi surtout travailler avec la famille, pour qu'elle puisse permettre à leurs enfants en situation de handicap d'avoir un espace, tant aussi un espace de parole, de libre-échange, mais aussi un espace physique où les personnes peuvent avoir leur espace privé d'intimité et qui fait qu'elles n'ont pas besoin d'aller se cacher ou de faire ça à l'extérieur un peu, de pas ça en vagabonde. Au contraire, je pense que c'est important d'accompagner sans pour autant contrôler. Donc il y a encore un gros travail de terrain au niveau de la société pour faire évoluer les mentalités. Donc, le collectif handicap a des projets dans ses cartons éventuellement pour avancer sur ce sujet. Pour l'instant, le collectif donc, organise des actions de sensibilisation comme le ciné-débat. D'ailleurs, le collectif handicap organise un prochain ciné-débat le 23 novembre sur la thématique des violences sexuelles faites aux femmes en situation de handicap, en partenariat avec l'association Ciné Citoyen et le Collège des psychologues de Nouvelle-Calédonie. Donc l'événement aura lieu le 23 novembre au centre administratif de la province sud à partir de 18h. L'heure est encore à confirmer, mais ce serait en principe à 18h. Donc voilà, ça fait partie des actions que le collectif mène pour aborder la sexualité, mais aussi donc, les violences qui font partie aussi de la sexualité, puisque aujourd'hui les études démontrent que les femmes en situation de handicap sont 10 fois plus exposées aux violences sexuelles que les femmes dites ordinaires. Donc c'est aussi une thématique très importante à aborder, parce qu'effectivement il y a toute la partie plaisir, mais ça peut aussi... les femmes peuvent aussi être confrontées aux violences, donc c'est aussi une thématique importante à aborder. Donc globalement, le collectif organise des actions de sensibilisation, d'information. Pourquoi pas ensuite travailler avec les puissances publiques, les collectivités pour mettre en place des dispositifs, un plan, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a matière à réfléchir, ça c'est sûr. Elle se retrouve confrontée aussi Est-ce qu'il y a eu déjà des, entre guillemets, des problèmes au niveau de tes bénéficiaires avec ton personnel par rapport en fait, c'est arrivé plusieurs fois. Donc, en fait, c'est des choses qui arrivent souvent, en fait, l'auxiliaire, elle est assez démunie parce que... il n'y a pas de formation. Pas de formation, et puis bon, elle est là pour aider, et puis à un moment donné, il y a une expression de la part du bénéficiaire qui demande un peu plus d'affinité, et là, de dire, je suis là pour t'aider, et tu me demandes ça, comment faire, et en fait, quand elle nous remonte ce qu'elle a pu rencontrer comme difficulté par rapport à ce sujet-là, moi ce que je leur dis, c'est que d'arriver à aborder avec la personne de manière respectueuse et pas l'envoyer bouler, parce que c'est des choses qui arrivent. Et après, d'arriver à aborder ce sujet avec l'auxiliaire pour lui dire c'est des choses normales que la personne exprime. Après, peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ça, mais que de toute façon... J'ai 16 auxiliaires de vie, elles sont charmantes, ils ne peuvent pas rester insensibles face à votre charme, et puis bon, ils vous draguent. C'est des personnes qui... et après, c'est à vous de savoir dire les choses, dire voilà, je ne suis pas là pour ça, mais de comprendre aussi, de pas rejeter comme si c'était quelque chose de sale ou quoi. Mais à partir du moment où elles arrivent à dire je comprends ta demande, je comprends tes besoins, mais je ne suis pas là pour ça, mais je peux t'accompagner à faire, aller dans les sites de rencontres, aller prendre rendez-vous avec une masseuse. Il y a plein de possibilités, mais il faut déjà que l'auxiliaire soit à l'aise avec ça. Donc, du coup, on est plus à travailler avec l'auxiliaire, à dire, voilà, arme-toi, trouve-toi des arguments, mais écoute ce besoin-là sans forcément
prendre ça comme quelque chose Comme une agression. une comme agression, insulte, voilà. ouais. Et du coup, maintenant, elles arrivent à aborder ces sujets-là avec nos bénéficiaires et aussi à mettre des limites, dire voilà, je comprends, mais je ne suis pas là pour ça. Mais par contre, voilà, essayer de... Voilà, et du coup, ça se passe très bien parce qu'il y a une certaine, comment on appelle... le bénéficiaire se sent respecté aussi, Voilà. de dire Eh oui, eh oui. excuse-moi, j'ai été trop loin. Voilà. Et puis du coup, ça se passe super bien. Mais de ne pas ignorer ses besoins. Et Mais c'est surtout que là, tu vois, c'est apprendre sur le tas, là. Parce que toi, tu orientes tes jeunes oui, femmes. mais c'est délicat aussi par Oui, rapport à elle, parce qu'elle travaille dans le sphère privé de la personne, à son domicile, des fois donc elles sont très très proches des personnes et il faut qu'elles soient armées et assez informées de cet aspect-là. Et une fois qu'on en a abordé, en fait c'est comme si la chose, le sujet devient, ok, ça fait partie aussi des expressions des besoins et comment on fait face à ça. Parce qu'en fait, des fois, avant qu'on arrive à parler de tout ça, en fait, elle prenait sur elle et elle partait chez la personne, la boule au ventre. Et après, elle se parlait entre elles, puis après, elle dit, mais. Et de l'aborder de manière. Oui, ça fait partie de la vie. Et, c'est un homme face à toi ou c'est une femme face à toi. Elle exprime un besoin qui est tout à fait naturel et à nous de savoir parler de ça de manière respectueuse et orienter autrement les personnes. Eh ben, bravo Charlotte. Vous entendez la famille, hein, c'est pas évident. Hein, voilà, je salue d'ailleurs un big up là, un gros bisou à toutes les filles de Ville-la-Vie, hein, de chez Charlotte, parce qu'elles ont du mérite, ainsi que tous les autres prestataires aussi, parce que là, ce que nous dit la Charlotte, hein, c'est du vécu, mais c'est apprendre aussi sur le tas. Elles ne sont pas formées, les personnes, hein, entre guillemets, elles subissent ce vécu, ce quotidien, et il faut faire de la communication. Voilà. La communication, c'est aussi une des bases pour bien déblayer un peu tous les malentendus, les préjugés, toutes les pensées, tous les quoi que ce soit, quoi. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Donc, bravo Charlotte, hein, voilà, encore petit exemple quoi, du travail qui est fait sur le terrain par nos prestataires d'aide à domicile ou toutes nos associations au niveau du collectif handicap et d'autres. Alors ma chère Kenji me fait signe que c'est l'heure de la pause. On va laisser un peu nos invités respirer un petit coup et on revient d'ici là pour la suite. Après la petite pause. Donc encore merci à Radio Jido. C'est toujours accueillir la petite bande chaque premier samedi du mois, quoi, pour On Speak. Donc voilà la famille, hein, vous avez entendu le sujet de ce matin. C'est un sujet récurrent qu'on revient quand même de temps en temps, tous les 2 ans, sur ce sujet-là, parce qu'on veut quand même que les choses évoluent aussi dans le pays. Hein. Le pays se construit à tous les étages et le monde du handicap... on ne compte pas pour du beurre, on est aussi des citoyens à part entière. Voilà la famille, l'association Solidarité SIDA-NC, elle se situe pas loin du mémorial américain, n'est-ce pas mademoiselle Jade? C'est ça, voilà. Pas loin du mémorial américain, et comme vous avez entendu Virginie, hein, si vous voulez aussi les contacter, ils sont dans ce secteur-là. Charlotte, tu as entendu notre amie Virginie, tu as une réflexion à nous partager? Oui, après, on parle souvent des difficultés, mais il faut dire aussi qu'il y a des solutions. Il y a beaucoup de professionnels qui sont aussi là pour répondre aux questions, et des fois c'est peut-être aussi aux personnes en situation de handicap d'aller vers les personnes et d'oser ouvrir les portes. Parce qu'après, des fois, les barrières, c'est nous-mêmes qui nous les mettons. Donc,
il y a des médecins, il y a plusieurs sortes de professionnels qui peuvent répondre aux questions, à plein de... Donc il y a des choses qui existent. Donc la prise en charge, par exemple, d'une personne qui souhaite avoir des enfants ou quoi, c'est faisable. C'est à la personne aussi des fois d'aller vers leurs médecins ou Solidarité Sida par exemple, d'avoir plus d'informations. Donc c'est un travail avec les autres personnes, les tierces, mais aussi avec la personne concernée. C'est d'enlever ses propres barrières. Après, on parle de sexualité, mais ça englobe la vie affective. Donc il y en a qui n'ont pas forcément besoin d'arriver à des actes sexuels, mais juste de l'affection. Et tout ça, c'est propre à chacun après. Mademoiselle Jade, une réflexion sur ce que vient de nous partager Virginie? Oui, tout à fait. Elle proposait la mise en place de règlements intérieurs au sein des établissements médico-sociaux qui s'occupent de personnes en situation de handicap. Je pense notamment à une association membre du collectif qui s'occupe de 2 établissements, qui a d'ores et déjà mis en place un règlement intérieur qui encadre les relations intimes de leurs résidents. Mais ce n'est pas parce que les règlements existent que les personnes s'en saisissent pour autant. Donc au-delà de former les encadrants, les personnes qui travaillent dans les institutions, je pense qu'il faut aussi, pour beaucoup, sensibiliser les personnes résidant dans les institutions. Ils travaillent avec eux, en fait ils voudraient travailler tous ensemble, de façon collective, à la mise en place concrète de dispositifs favorisant l'épanouissement personnel des personnes résidentes. J'ai aussi une autre réflexion sur les espaces. J'avais évoqué tout à l'heure l'idée de mettre en place des rencontres. Les associations sont d'ores et déjà des espaces de rencontres, des espaces sociaux. J'ai discuté notamment avec une autre personne membre du collectif mardi qui a rencontré sa compagne actuelle dans son association, qui aujourd'hui a un enfant avec cette personne-là. Donc les rencontres sont tout à fait possibles et oui, pourquoi pas organiser de nouveaux espaces de rencontres en dehors de la vie associative, parce que bien souvent ce sont les personnes en situation de handicap qui constituent les membres des associations. Donc pourquoi pas mettre en place des rencontres avec des personnes dites ordinaires. Voilà, alors sous quel format, je ne sais pas encore. C'est à imaginer. Toute proposition sera la bienvenue. Comme l'a dit Virginie, il faut donc être créatif. Donc oui, pourquoi pas organiser des cafés-rencontres, je ne sais pas. Il y avait la Vierge n'avait pas organisé un speed dating, je sais pas quoi, il y a un moment, non? C'était un essai. On va éventuellement voir pour relancer cette activité, mais ouais, c'est vrai que l'AVH avait organisé des rencontres à l'aveugle. Ah intéressant. Voilà, après, c'était des personnes valides qui pouvaient s'inscrire et personne ne savait qui était là, quoi. C'était des surnoms aussi, qu'on se donnait des noms de code et tout entre ces dames et ces messieurs. Donc, on a eu 2 rendez-vous comme ça. Testés, c'était 2 rendez-vous test et on va voir avec l'équipe éventuellement aussi. Après, si le collectif serait partant aussi pour éventuellement redynamiser l'activité, on n'est pas sectaire, hein. Tout le monde peut. C'est vrai que faire des rencontres dans le noir, ça interpelle, c'est autre chose parce qu'on ne sait pas sur quoi on peut tomber. C'est original. Voilà. Mais c'était l'idée du speed dating à l'aveugle. On salue les collègues les restaurateurs qui ont bien voulu participer sur cet événementiel-là. Oui, Charlotte n'a pas oublié. Non, parce que c'était assez rigolo. Voilà. Ouais. Non, puis après aborder ce sujet-là est important parce que ça peut créer d'énormes souffrances
Tout à l'heure, on parlait de non-bénéficiaires qui exprimaient ça, mais c'est vraiment une grande souffrance. Il y a une personne, elle s'est séparée de sa compagne et tout ça, suite à une maladie. Donc, ça peut aussi, comment on appelle, amener à ce que la personne s'isole aussi. Donc, déjà l'exprimer et l'écouter, c'est un gros soulagement pour la personne. Donc, c'est aborder ce sujet-là, ça permet d'enlever beaucoup de fardeau aux personnes en situation de handicap. Et on salue d'ailleurs le grand frère Christophe Wantoum et son équipe d'avoir fait des gestes aussi pour le monde du handicap. Voilà, je me doute que ce monsieur va sûrement se retrouver avec nous tout à l'heure en soirée du côté du centre culturel Chibaou. Un petit big up d'ailleurs à toute la bande qui seront là-bas. Soyez sages, amusez-vous bien, dansez bien, mais voilà. Éventuellement, s'il faut pécho, entre guillemets... Bon courage, les copines et les copains. Les filles, par défaut, malheureusement, dans ce sujet-là, Jade parlait tout à l'heure du couple qui se sont connus dans une association, ont eu un enfant. Ça, malheureusement, le monde du handicap, entre guillemets, se renferme sur lui-même par facilité, quoi. Les gens, par défaut, se mettent en couple dans les associations au lieu de sortir, aller voir d'autres personnes au-delà des associations. C'est un problème, en quelque sorte. Les personnes, effectivement, fréquentent des personnes de leur quotidien, mais c'est aussi parce que les personnes ordinaires ont souvent des idées reçues, des préjugés. Et le regard des autres pèse, en fait, sur les personnes en situation de handicap. Et ça, nous, au collectif handicap, on le constate dès l'enfance. C'est-à-dire que à partir du moment où la personne est différente, les autres personnes dites ordinaires font ressortir à l'enfant que l'enfant est différent. Et donc, ça crée forcément une barrière, puisque les personnes se sentent différentes et sentent que les personnes réagissent de façon différente. Donc, effectivement, les personnes en situation de handicap ont souvent tendance à se réunir entre elles, mais c'est aussi parce qu'il y a des barrières entre les personnes en situation de handicap et les personnes dites ordinaires. Donc, c'est aussi aux personnes ordinaires de moins juger, de travailler sur leurs propres réflexions, leurs propres préjugés, de se déconstruire. C'est difficile ça, hein, parce que le déconstruire, c'est très difficile. La déconstruction sociale, effectivement, est très difficile parce que nous évoluons dans un environnement qui est normé. Et à partir du moment où il y a des normes sociales, il est difficile effectivement de déconstruire ces normes sociales. Et donc la différence, souvent, est considérée comme hors norme. Et donc il est difficile effectivement de se déconstruire, mais c'est possible. C'est possible, c'est faisable. D'où les actions du collectif handicap, donc de sensibiliser et d'informer sur le handicap et toutes les thématiques qui sont autour du handicap, que ce soit la sexualité, mais le droit à la scolarité aussi. On rencontre pas mal de difficultés par rapport aux enfants qui souhaitent avoir une scolarité dite classique et qui sont plus ou moins rejetés. D'où le démantèlement des classes CLIS pour inclure les enfants dans la classe normale. En Nouvelle-Calédonie, on a toujours deux dispositifs CLIS et ULIS. On travaille, nous, collectif, sur l'école inclusive, voilà. Donc l'école pour toutes et tous. C'est pas toujours évident. Et encore une fois, je parlais du regard des autres. Et ça, les enfants le sentent dès le départ et les parents pareil. Et donc je comprends tout à fait que les personnes en situation de handicap se restent entre elles-mêmes, puisque le regard est pesant. Et donc c'est pas toujours facile d'aller vers les personnes qui ont un regard pesant sur soi-même. Donc c'est encore à nous d'être imaginatifs et de trouver les mots qu'il faut pour essayer... Pas que, je pense que ça doit venir des deux parties, des deux côtés. Tout le monde doit travailler à un avenir commun, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire évoluer les mentalités, les réflexions, et faire en sorte que les deux côtés se rencontrent à un moment donné ou à un autre, que ce soit à travers les structures associatives, l'engagement personnel, mais aussi, pourquoi pas, lors de rencontres à l'aveugle.
Pourquoi pas aussi? Pourquoi pas aussi? Mais ce qui est horrible, c'est que cette société, elle est trop focalisée sur l'image. Ça fait que C'est ça, ouais. les beaux gosses, la belle bombasse, et puis comment est-ce qu'on peut déconstruire ces images-là? Il faudrait aussi que le monde du handicap, il aille aussi envahir ces champs de publicité là Oui, les médias. qui veulent faire croire que Pourquoi pas utiliser les médias effectivement pour mettre en valeur l'image des personnes en situation de handicap, organiser une campagne publicitaire pour parce que moi aussi, comme tu disais tout à l'heure, je cherche à pécho. Pourquoi pas effectivement mettre en place une campagne visant à valoriser l'image des personnes en situation de handicap et les rendre finalement ordinaires. c'est ça le but, c'est que l'on soit tous entre guillemets ordinaires, quoi. Malgré le handicap, malgré qu'on est tous d'ethnies différentes, de religion ou de quoi que ce soit. C'est effectivement le point qui nous unit tous et toutes, c'est que nous sommes Notre des êtres humains. état d'humain, voilà. Nous sommes tous des êtres humains, donc partant Au de départ. cela, oui, forcément. Donc oui, complètement. Donc voilà, la famille, hein, vous voyez l'immense chantier qui nous attend, hein. On va continuer à faire ce travail-là avec toutes nos associations sur le front de lutte. Et voilà, venez aussi nous aider, hein, nos associations dans le monde du handicap. On cherche aussi des bénévoles, voilà. Plutôt que de rester toujours entre nous, venez à nous, hein, on partage, on est sur beaucoup de travail de terrain et tout. Et puis vous découvrirez aussi un monde où voilà quoi, hein, où le côté humain, là, vous allez aussi découvrir beaucoup de choses sensibles qui peuvent vous interpeller, peut-être vous ouvrir les yeux, hein, sur le monde du handicap. Hein. Voilà, mesdemoiselles, nous avons donc 3 petites minutes pour conclure l'émission. Je voudrais vous donner la parole afin de conclure et de dire un dernier petit mot, une dernière pensée pour nos familles qui sont à l'écoute. Mademoiselle Jade. Moi, je conclurai par dire qu'il faut que les personnes osent. Les personnes osent d'être elles-mêmes. Il faut oser. Et encore une fois, toute personne, qu'elle soit en situation de handicap ou pas, peu importe son ethnie, son orientation sexuelle, son état de santé, a le droit d'avoir une vie sexuelle épanouie. Donc il faut aussi oser franchir les barrières, oser aller vers les personnes et vivre heureux. Tout le monde a droit au bonheur, oui. Merci, Jade. Mademoiselle Charlotte. Moi, je partage ce que dit Jade. C'est après que chacun puisse vivre pleinement sa vie. Et comme on dit, on vit qu'une fois. Donc, il faut oser en parler. Ça, c'est important déjà. D'exprimer les ressentis, les besoins. Et que surtout que l'autre puisse l'entendre, l'écouter, sans jugement. Mais accepter le fait que, parce que justement, on est pareil, on est des humains, on a aussi ce besoin-là. Et après, accompagner cette personne. Mais l'écouter, le recevoir et à la personne aussi d'exprimer ce qu'elle ressent. Merci Charlotte. J, eh bien voilà la famille, hein, le sujet du jour, hein, partagé avec vous sur les ondes. Ce sera toujours un fil d'actualité parce qu'en décembre, on va pas aller trop loin de ce sujet-là, on va parler d'estime de soi. Donc je fais un big up là à nos futurs invités là qui sont déjà calés là sur le rendez-vous de décembre où on va parler d'estime de soi. Donc attention sur la route, passez un bon week-end, prenez soin de vous encore, merci la famille.